Bienvenue sur Sauce Digital, le podcast marketing qui part à la rencontre des experts et des expertes digitales de la Caraïbe and beyond. Mon objectif, te faire découvrir toutes les compétences de cette merveilleuse discipline qu'est le marketing et plus récemment le digital. Je suis Charlotte, consultante en marketing de contenu et toujours aussi contente de t'accueillir dans Sauce Digital. Si ce concept te plaît, tu peux le partager sur les réseaux sociaux ou comme d'hab, nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans l'épisode précédent, on a décortiqué tous les process et stratégies autour de la création vidéo. Aujourd'hui, je reçois Samora Curier, aka le Moicast, que vous connaissez sûrement déjà. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans la vie, Samora est product designer. Et c'est justement de cette expertise dont on va parler aujourd'hui. Tu peux te présenter, Samora, et nous parler de ton parcours ? Alors, j'ai 32 ans, je suis product designer en région parisienne. Et après un bac littéraire en Guadeloupe, j'ai fait plein de choses en hexagone, avec du droit, de la socio et plein d'autres trucs. Ouais. Puis je me suis tourné vers le digital, avec un master au Gobelin, l'école de l'image, comme on l'appelle. Ok. Du coup, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail de ton parcours ? Pourquoi ces choix, en fait ? Comment t'es arrivé sur le digital ? En fait, le digital, ça a toujours été un peu autour de moi, sans forcément que je me rende compte. J'avais plein d'activités, plein de projets qui m'emmenaient vers les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai toujours été attiré par la créativité. J'ai fait un BTS Com à la base. D'accord. Et j'ai eu un prof qui était très intéressé par l'univers artistique. Et grâce à ce professeur-là, j'ai pu rentrer au Gobelin. Il m'a dit, ouais, vas-y, t'as la possibilité, t'as les capacités. Et en fait, c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, qui a fait que j'ai fait Gobelin et donc une master dans le digital. D'accord. Et du coup, est-ce que juste avec ton parcours, tu pensais que les Gobelins, c'était le type de cursus auquel tu pouvais prétendre ? En fait, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément, qu'on sait pas forcément. On n'a pas toujours la conscience on est en capacité de faire ce genre de grandes écoles. Et okay. Moi, je l'ai su par opportunité, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaie d'ouvrir la voie aussi. Ma sœur a pu faire la même formation que moi, est devenue UX designer aussi à Londres. Ouais. Et j'ai d'autres amis, des petits jeunes qui voient mon rencontre, et j'essaie de les mettre en contact avec l'école. Je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, puisque en soi, rencontrer la bonne personne, ça peut faire toute la différence dans un parcours professionnel. Enfin, c'est en tout cas des éléments que je retrouve pas mal chez les invités de podcast, où il y a eu cette personne qui t'a poussé à aller un peu plus loin dans une compétence, ou même qui t'a ouvert une porte que tu pensais même pas que tu pouvais pousser, en fait. Donc, je trouve ça très cool. Du coup, prochaine question. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que product designer ? Alors, il faut savoir que product designer, c'est avant tout faire partie d'une équipe. Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu l'agilité, qui travaillent un peu dans ce monde-là, c'est en fait le travail avec une équipe pluridisciplinaire pendant des sprints. Chez nous, c'est des sprints de 15 jours. Donc des sprints, en fait, c'est des périodes de temps dans lesquelles on va faire des actions qu'on a prévues en amont, donc on a planifié. Au quotidien, on fait nos daily. Donc les daily, on se rencontre le matin et puis on dit voilà quelles sont les actions qu'on va faire chaque jour. Ensuite, on a différentes réunions avec les parties prenantes. Et moi, ma particularité, c'est que je bosse à l'international. Ouais. Et avec des équipes d'autres pays, notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Et c'est marrant parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Je suis vraiment dans mon monde et mon univers. L'aspect créatif, c'est comme ça que je le vis. Et mais finalement, il y a quand même beaucoup de présentations à faire, beaucoup de choses beaucoup de collaborations finalement dans le métier. Et on peut pas non plus rester que dans son coin. Donc même si là, je suis souvent en remote, ouais. Cette solitude-là, elle est pas vraie, elle est pas réelle puisque je suis tout le temps en interaction. Ok, d'accord. Et du coup, au quotidien, vous parlez en anglais ? Ouais, tout le temps en fait. C'est la langue principale de l'entreprise. How's your English? I think my English is not that bad, but I don't know if we can do that podcast completely in English. No, we won't, because I don't know if everyone in the audience can understand us, but I would say your English is pretty good too. Thank you very much. Prochaine question. Ah oui, non, pardon. Par rapport à ce que tu viens de dire, je voulais te demander si le fait d'être seul, enfin, tu vois, d'avoir ce besoin de solitude au final dans tes actions, c'est compatible avec le fait d'échanger avec autant de personnes, puisqu'au final, il y a plusieurs personnes à chaque étape du process. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que finalement, les étapes de sociabilisation ou de travail en co-créativité, etc., c'est vraiment séquencé. Donc en fait, je vais être amené à rencontrer du monde pendant les ateliers, quand je vais faire des interviews utilisateurs, etc. Mais quand je vais être sur mon ordi pour faire mes maquettes, en général, je serai tout seul. Et quand je vais faire mes présentations, même s'il y a d'une audience,
Je suis pas en train de faire un TPE avec 3 potes. C'est moi qui présente mon truc, tu vois. La référence. Ça fait toujours les TPE, je sais pas. Je pense que je sais pas. C'est une bonne question. Parce que ça a tellement changé le lycée, là. Ah, ouais. Il y a un trou commun, c'est les States. Ouais. C'est abusé. Du coup, au quotidien, tu travailles avec l'UI et l'UX. Est-ce que tu peux nous aiguiller sur ces deux compétences et sur surtout leurs différences? C'est pas si compliqué que ça, en fait. Faut se dire que c'est les deux faces d'une même pièce. L'UX, c'est le squelette et une partie des muscles. Et l'UI, c'est la peau, c'est le maquillage, les vêtements. Voilà, okay. L'UI, c'est ça. Mais en gros, l'UX va s'attacher à travailler sur les flows, comprendre les parcours utilisateurs, les journées, faire des wireframes. Et wireframe, donc des maquettes, on va dire, en niveau de grille, c'est-à-dire pas sans design. Donc tu fais des blocs, etc. Ici, il y aura telle information, du zoning presque, tu vois. D'accord. Et lui, c'est un mi-chemin entre la brand, l'ergonomie, la direction artistique. Donc là, on va mettre les couleurs, mettre les bons boutons, essayer de voir si on met quelle est l'intention visuelle qu'on veut sur le parcours. Et en fait, soit tu fais les deux. Moi, je suis UX, UI ou Product Designer, je fais les deux, donc 360, mais il y a beaucoup d'entreprises, comme Se Loger, par exemple, avec qui je bosse beaucoup en ce moment, où il y a des UX et des UI. Ok, mais ils travaillent ensemble? Oui. Ok, ça marche. Oui. Oui. Ouais, je trouve que c'est un peu comme marketing et communication. Mm-hmm. C'est souvent des termes qui sont décrits séparément, mais qui au final sont complémentaires. Qu'est-ce qui t'a poussé à te former à ce métier? En fait... il y a déjà, moi je dirais qu'il y a deux choses. Il y a l'envie d'avoir un métier qui a de l'impact. Ouais. C'est-à-dire de faire des choses qui vont toucher la vie des gens. Alors moi je bosse dans une start-up dans l'immobilier. Pour maintenant c'est un grand groupe parce qu'on a été racheté, mais c'est encore un esprit start-up, donc dans l'IMO. Donc toutes les questions de logement, de quand t'es propriétaire, comment on fait pour t'aider à estimer ton bien, etc. Donc tu as tout ça, tu impactes quand même la vie de vrais gens du quotidien. C'est concret, ouais. C'est concret. Et il y a, je dirais, l'aspect... l'envie d'être dans l'innovation. J'ai vraiment eu à cœur d'être dans une branche qui mettait en avant l'innovation, parce que j'ai l'impression qu'on peut toujours améliorer les choses, on peut toujours chercher les meilleures solutions, on peut toujours aider les gens avec des choses plus créatives et nouvelles. Et donc vraiment, c'est ça qui m'a parlé. Ok. Et tu as commencé quand l'UX, du coup? Je crois que c'était autour de 2015. Ah ouais, c'est précurseur un peu, non? En fait, le métier existe depuis très longtemps. Il y avait des ergonomes depuis très longtemps. Aujourd'hui, l'appellation UX designer, maintenant product designer, ça évolue tout le temps. Mais c'est des métiers qui, en fait, qui existent depuis toujours et qui ont fini par évoluer avec le temps. Ok. Et du coup, au moment où l'UX, lui, arrivait en France, donc il me semble qu'en off, tu me disais que c'était aussi autour de ces années-là. C'était comment, en fait? Comment les gens faisaient? Moi, quand j'ai commencé, par exemple, aujourd'hui, on a des super outils comme Figma, comme Sketch, pour ceux qui sont un peu... Voilà. Mais à l'époque, il y avait des gens qui faisaient des maquettes sur PowerPoint, qui faisaient des maquettes sur Photoshop. Okay. Il y avait pas de trucs unifiés. On pouvait pas collaborer entre designers sur le même outil. Parfois, t'avais un mec qui arrivait, il était sur Photoshop, toi tu faisais des trucs sur Sketch, il disait comment on fait pour collaborer, tu vois. Donc c'était beaucoup de questions qui se posaient, qui n'étaient pas adressées. Mais très rapidement, l'industrie était tellement foisonnante, il y avait tellement de choses à faire que les outils se sont améliorés et aujourd'hui on est vraiment au top, quoi. Oui, parce que du coup, je me dis que le plus compliqué aussi, ça devait être de pas pouvoir travailler en collaboration sur les mêmes outils. Ouais, c'était que Photoshop et tout, c'est en local, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, les entreprises ne veulent pas forcément mettre le budget pour pouvoir mettre à disposition les bons outils, parce que c'était vraiment... on était vraiment en train dans les premiers moments où on utilisait ces outils, donc il y avait un peu de frilosité. Ouais. Mais on a remonté justement ces problèmes de collaboration, etc., qui font qu'aujourd'hui, les entreprises ont bien compris qu'il faut mettre les moyens quand on embauche des designers, quand on veut mettre l'accent sur le design. En fait, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut mettre en place pour que ce soit des bonnes conditions. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est la partie penser le projet. Mais il y a d'autres gens, du coup, qui vont être amenés à le créer. Les devs. Ouais. Comment ça se passait entre designer et dev? Alors, designer et dev, à une époque, je voyais pas du tout les devs. À une époque, quand j'ai commencé le design, on faisait nos trucs de notre côté.
et les devs récupéraient. Ensuite, j'ai eu une expérience dans une start-up dans le jeu vidéo qui s'appelait WGF d'ailleurs, qui n'existe plus. Et en fait, moi, j'étais en face d'un mon dev. Et en fait, on se parlait, on échangeait directement, mais c'était hors des process. Ok. Et depuis, j'ai eu pas mal d'expériences différentes qui font que maintenant, ce qu'on appelle le hand-off, donc le passage du développeur au designer, c'est hyper codifié. On a des outils aussi, ils viennent sur Figma par exemple et tout. Voilà, les specs, etc. Tu connais. Donc on est vraiment beaucoup plus ensemble, surtout avec les dev front, qui souvent sont de très bons designers sans le savoir. Ok. Et d'ailleurs, en off aussi, tu m'avais parlé de techniques de recherche utilisateur qui sont assez abouties. Notamment dans cette boîte, dans le jeu vidéo, on avait, comme c'était une start-up, vraiment start-up quoi, c'était vraiment des potes. Donc, une famille ou des potes? T'as dit un mot qui m'a mis des frissons en fait. Mais donc c'était des potes, mais c'est voilà. Okay. Et donc ce qui s'est passé dans cette boîte, c'est que on pouvait tester plein de trucs. Bah, pour le coup, j'ai vraiment fait des trucs nos limites. À partir du moment où je disais je veux faire ça, on me disait vas-y fais. Et avec un pote qui était aussi designer dans la boîte, qui faisait de l'hypnose à côté, hypnose-spectacle. Ouais. On s'est dit tiens, ce serait marrant. Est-ce que c'est possible de faire des tests utilisateurs, de la recherche utilisateur sous hypnose? C'est-à-dire que, par exemple, on a une cible de gens qu'on veut toucher, mais on peut pas aller les voir parce qu'on n'a pas les moyens d'une grande entreprise, d'une start-up. Est-ce qu'on peut arriver à hypnotiser des gens pour les mettre dans l'état d'esprit d'un footballeur, d'un sportif, d'un joueur professionnel de jeux vidéo, etc. Donc, on a pris des volontaires à qui on a fait, mon collègue a fait des séances d'hypnose avec eux, et moi derrière je posais des questions et tout, et c'était vraiment intéressant. Donc on a quand même sorti c'est quand même tiré quelques conclusions, quoi. Ouais. Ça marche. J'ai un peu parlé d'UI dans le premier épisode sur les bases à connaître pour lancer son site internet, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quelle étape il faut considérer l'UI? En fait, chaque entreprise va avoir sa propre vision, sa propre timeline sur quand est-ce que l'UI va rentrer dans le process, et ça dépend aussi de quelle est la puissance de la direction artistique de la marque, et à quel point il faut qu'elle soit présente dans les produits digitaux qu'elle va produire. Mais je dirais que, par exemple, pour un festival comme la Holding, qui a une identité graphique très marquante, il va falloir, comme Burger King, McDo, mettre très en avant ces éléments de marque dans le design. Donc très vite, travailler sur l'UI. Et quand c'est d'autres marques moins marquantes, par exemple des institutionnels comme la région, je sais pas, là on peut attendre la fin du process. Mais aujourd'hui, je dirais que l'UI fait partie intégrante du process, et qu'en général, moi je conseille aux gens de commencer par là. Et surtout qu'on utilise maintenant des design systems. Donc la design system, ce sont des librairies de composants design, des boutons, des cartes, des blocs, des séparateurs, etc., des typos aussi, des couleurs. Tout ça dans une librairie. Et en fait, en général, maintenant, ce qui se passe dans les boîtes, c'est qu'on fait ça avant. Donc, un UI réfléchisse à quels sont les éléments dont on aura besoin dans l'expérience en web. On crée les composants, et après, en fait, on fait comme des Lego. On va créer une page, on dit, OK, je prends cet élément-là, je le pose ici. L'élément-là, je le pose ici, etc. Donc, finalement, de plus en plus, l'UI arrive au quasiment même moment que l'UX dans les projets. OK. Donc, du coup, si je comprends bien, on fait appel à quelqu'un... Enfin, pour répondre à cette question, on fait appel à quelqu'un comme toi, qui est en mode 360, qui fait de l'UI, de l'UX, ou alors à un couple UI, UX designer. Ouais. Faites appel à moi. Et donc, en fait, avec ces deux personnes... Ou moi, du coup. Oui, donc avec toi... Je t'embête. Toi et toi, du coup, on peut mettre ça en place. Ouais, c'est ça, exactement. Pas besoin d'un système manager. C'est un nouveau métier d'un système manager. C'est que c'est des gens qui ont une très grande rigueur, qui sont hyper carrés, machin, etc. On peut faire appel à un système manager. Si on parle typiquement de la Guadeloupe, je sais pas aujourd'hui s'il y a ces profils-là, mais j'encourage les gens qui s'intéressent au design ou qui sont designers aujourd'hui à se spécialiser dans ce domaine du design system management, parce que dans le futur, ça va être très important pour les UI d'avoir cette carte-là. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de comment est-ce qu'un système manager ou une système manageuse te facilite la tâche du UX au quotidien? Aujourd'hui, par exemple, je travaille sur ce qu'on appelle un tunnel d'estimation
c'est-à-dire pour estimer un bien en ligne, un système manager va... là, je crée le truc from scratch, de zéro. Ouais. Je sais pas quel composant utiliser. Je vais sur Slack, je parle à mon système manager qui est en Allemagne, qui est super sympa. Shout-out à lui. Ouais, et je lui dis, écoute, on a un souci, j'ai besoin de faire un nouveau tunnel d'estimation, mais j'ai pas les bonnes tailles de cartes. Est-ce que tu penses que tu peux me faire des cartes? Est-ce que tu as des cartes que tu peux me filer? Il me dit, écoute, j'en ai fait 12 si tu veux. Il me balance les trucs, et j'ai plus qu'à utiliser son fichier Figma, je copie-colle les éléments, hop, et c'est fait, c'est dans la boîte. Ok, ça marche. Donc, a priori, pour bien se lancer, faut quelqu'un comme toi. Une personne, du coup, en backup qui va te donner de la visibilité dessus, parce que j'imagine que comme tu es dans le projet, c'est aussi quelqu'un qui va t'aider à prendre du recul. Oui, un PM. Et bien sûr, tu l'as cité à de maintes reprises, une bonne boîte à outils. Oui, une bonne boîte à outils, c'est ça. Ça marche. Et du coup, si on prend un petit peu plus l'exemple d'un indépendant ou d'un chef d'entreprise qui souhaite lancer un projet, comment tu l'aides ? Donc pour les indépendants, les structures plus petites, je dirais que ce qui va se passer en général, c'est qu'ils vont prendre un profil UI en freelance, un profil même UX UI en freelance qui va faire des faux les customers en journée. Et c'est un peu ce que j'ai fait moi à l'époque avec la librairie générale. On a été mis en contact et on a travaillé avec eux sur l'outil e-commerce, qui est un outil qui commercialise en ce moment. Oui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais leur apporter cette expertise-là, prendre le temps avec eux de faire ce qu'on a dit, les flows, etc. Et ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent, je vais me débrouiller avec un WordPress, avec Squarespace, et parfois, il faut quand même avoir besoin d'avoir un peu de conseils à ce moment-là, juste pour être sûr de bien utiliser l'outil. Ouais. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est que Squarespace et les outils comme ça, Shopify, ça donne beaucoup de facilité de faire les choses. Ouais. Mais de liberté aussi. De liberté, parce qu'on n'aime pas dépendre des gens, et puis ça coûte de l'argent. Mais c'est avoir quelqu'un qui a une spécificité, une expertise UX, ça fait gagner du temps. Clairement. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que même si on revoit un site internet comme un outil d'acquisition, penser le parcours utilisateur, c'est primordial en fait pour que du coup cet outil porte ses fruits et que pour que au cas où ça ne marche pas, on sache exactement à quelle étape du parcours utilisateur rectifier. Donc, je pense que c'est une expertise qui, dès le départ, en fait, a énormément de valeur. Et je me permets d'insister dessus parce que le but de Sauce Digital, c'est aussi de donner des informations pratiques et accessibles aux entrepreneurs et aux créateurs de projets. Oui, d'ailleurs, pour les indépendants, quelque chose de très important, c'est que on est toujours sûr de savoir à qui on veut s'adresser. Parce que souvent, les idées qu'on a, c'est OK, moi, je vais lancer mon service de livraison parce que moi, j'ai des problèmes de livraison chez moi et forcément, je sais quel est le produit, quel est le besoin, etc. Mais on n'est jamais le meilleur juge du produit, en fait. Et il faut pas hésiter à aller profiter de l'expérience d'un UX, en tout cas aller voir les utilisateurs et se débarrasser des idées préconçues qu'on a. Notre objectif, c'est ça, c'est de se débarrasser des idées préconçues et d'être sûr d'aller vérifier, d'aller rencontrer la cible. Ok, ça marche. Ouais, par exemple, un Starbucks en Guadeloupe, ça marcherait pas. Oui, c'est-à-dire que on pourrait penser que quand on vient de Paris et qu'on arrive, on n'a pas de Starbucks, donc forcément on a envie d'avoir notre latte, etc. et tout. Mais sauf que c'est pas ce que nous on veut. Ce qu'on veut, c'est créer un produit qui marche, créer une structure qui marche. Et donc du coup, on va l'installer et tout. Puis les gens ils vont se dire, non, mais moi je préfère prendre mon café chez moi, ou moi je préfère prendre plus le temps, aller dans la boulangerie du coin. Parfois, c'est pas des trucs qui marchent. Ouais, c'est vrai. Et souvent, en fait, on se dit, il y a tel truc qui est pas disponible. Et en fait, peut-être il y a une raison pourquoi. Et je pense que le cas de Starbucks, il est super parlant. Parce que quand ils sont arrivés en France, c'était, il me semble, au début des années 2010. Ils ont fait un flop, en fait. Parce que du coup, aux États-Unis, il y a énormément de problèmes par rapport à l'intolérance au lactose et tout, et aux allergies. D'où l'énorme variété de lait qu'il y a chez Starbucks, lait d'avoine, lait de vache & Co. Et donc, payer $7-8 pour une boisson qui est entièrement personnalisée pour une personne qui a des problèmes, ça a du sens. Par contre, en France, ils ont dû en fermer plein, en fait, quand ils se sont lancés, parce que les produits étaient toujours considérés comme trop chers. En mode, tu mets 7 € dans un cappuccino, c'est trop cher. Parce qu'en France, on boit son café noir à la grosse limite avec une noisette de lait, tu vois. Mais aujourd'hui, tu remarqueras que la stratégie de Starbucks en France a évolué. Ils sont dans des lieux hyper stratégiques. Donc,
dans les capitales, dans les grandes villes et tout, et aussi aux abords des autoroutes pour agir en tant que repère pour les touristes, en fait. Parce qu'à défaut de s'inscrire dans la culture française et de convertir le marché français à ses habitudes de consommation, du coup, ils ont opté pour une stratégie différente. Et je crois que McDo, sur le marché français, la première fois, c'était la même. Ils faisaient tout trop gros. Les gens, ils étaient en mode mais non. Ouais, bien sûr. L'image de McDo en France, elle est vraiment très différente de celle de McDo aux États-Unis ou ailleurs. Oui, et d'ailleurs, je me souviens, j'avais vu des mèmes dessus, d'Américains du coup, qui disaient que, genre en mode McDo en Europe, c'est vraiment un restaurant. En mode les locaux, ils sont beaux et tout. Parce que McDo aux États-Unis, c'est cheap. Ghetto, c'est ça, c'est cheap, c'est le fast-food le moins cher. Ouais. Alors qu'en France, en vrai. C'est stylé quand même. Ouais, c'est stylé. Tu vas avoir un cadre qui dit... Attends, le McCafé. Il y a une petite ambiance Emily in Paris quand même. Hein. Ouais, mais ils ont ouvert un McDo près de chez moi en France. Ouais. Et il y a ce côté vraiment petit café parisien et tout. J'ai dit, ouais, d'accord. Ouais, où ils se sont vraiment inscrits dans la culture. Ouais. Et au final, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés avec leur modèle qui avait marché aux États-Unis et dans plein d'autres pays. Et quand ils sont partis, je crois que la petite histoire marrante, justement, c'est que c'est Quick qui a racheté leurs locaux. Et c'est comme ça que Quick est né. Bon, RIP Quick maintenant, mais c'est comme ça que Quick est né. Oui, c'est ça que RIP Quick. Maintenant, c'est BK. Ouais, c'est ça. On en était où ? Ah oui, alors prochaine question, ton top 5 des meilleurs outils digitaux du quotidien. Alors, en tant que designer, le plus utile pour moi, ça va être Figma. Évidemment. Il y a une vraie communauté sur l'outil qui propose des templates, des plugins, même de l'aide, etc. Donc, c'est hyper bien fait. Et puis, l'outil est ultra intuitif. Il vient de se faire racheter par Adobe, d'ailleurs. Donc, c'est vrai ? Ouais. Donc, ça va devenir super cher. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. D'ailleurs, alors j'avais dit en off Doctissimo, mais je veux dire bien évidemment Doctolib. Oui. Ça réglait plein de problèmes par rapport à la prise de rendez-vous médicaux, etc. Et bien sûr Instagram sur lequel je vais parce que pour tout ce que je fais sur les réseaux, les vidéos, la promotion de mes activités, etc. Et enfin un outil qui est plus pour moi une sorte d'inspirationnel, c'est Product Hunt. Ouais. Je vais souvent sur Product Hunt, je regarde un peu, quelles sont les nouveautés, les trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Bon, pendant longtemps, c'est très NFT, Bitcoin et tout, ça me saoulait un peu, mais on en sort un peu petit à petit. Et du coup, c'est quoi le dernier produit qui a percé sur Product Hunt que t'as kiffé ? Il y en a deux. Le premier, c'est Notion. Évidemment. Notion, outil de fou et dont je ne fais qu'effleurer la surface, que ma petite sœur, du coup, qui est aussi designeuse, elle est incroyable dessus. Elle fait des trucs, elle fait des mini-sites dessus, des machins, des trucs. Mais comment on peut faire ça là-dessus, quoi. Et Clubhouse, qui est une appli qui est déjà plus ou moins morte, mais Tu as toujours ? Je vois des fois des notifications, mais ça. Donc t'as pas supprimé l'appli ? Non, j'ai pas supprimé. Ouais. Mais j'y vais plus du tout. J'y allais beaucoup pendant les confinements, un truc comme ça. Peut-être qu'on va y retourner cette année, on sait pas. Ouais. Mais du coup, pourquoi t'as arrêté d'y aller récemment ? Il y a deux raisons. La première, c'est parce que justement, une fois qu'il y a eu la fin des confinements et des restrictions et tout, la vie reprend son cours. Donc on rencontre les gens dans la vraie vie. Et c'est aussi bien. Et puis... Oui, ce qu'il y a dessus actuellement, ne m'intéresse plus, parce que ce que j'aimais dessus, c'est quand il y avait des gens qui n'étaient pas des professionnels, juste des gens qui avaient envie de parler et qui avaient cet aspect un peu chata, un peu bordel, un peu fond de classe, tu vois. Ah oui, clairement. Après, je pense que factuellement, on a moins le temps de s'embrouiller avec 40 personnes aujourd'hui. Et du coup, et Twitter Spaces. Ah oui, Twitter Spaces, c'est aussi c'est la guerre, c'est la bagarre sur Twitter Spaces. Alors moi, je participe pas aux bagarres, mais je suis juste un spectateur avide d'embrouilles et de sauce, n'est-ce pas, sur ces trucs-là. Et je trouve ça trop marrant comment les gens s'investissent dessus et tout. Ouais, c'est... Les mecs qui deviennent hosts sur les rooms et tout, ils disent attendez, je distribue la parole, machin. On dirait qu'on est vraiment dans un truc trop sérieux. Ouais. Ça me fait rire, ça me fait marrer. Ouais, après, ce que j'aimais bien sur Clubhouse aussi, c'est qu'il y avait un peu cet aspect éclectique, tu vois. Genre à 8h, tu pouvais être dans une room sur l'algorithme d'Instagram et à 9h, parler de la dernière baby mama de Nick Cannon, en fait. Donc, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et le soir, avoir une petite room sur comment investir dans l'IMO. Enfin, tu vois, c'était quand même super varié. Est-ce qu'il y a toujours cette énergie sur Twitter Spaces ?
Ben, sur Twitter Spaces, ce que j'aime moi sur Twitter Spaces, c'est qu'il y a beaucoup de discussions politiques. Moi, je vais beaucoup sur des rooms un peu orientés à gauche, donc ça parle c'est un peu de la critique, mais c'est intéressant aussi d'avoir des éditorialistes, des journalistes qui viennent s'exprimer et tout. J'ai aussi pour l'actualité de la Guadeloupe. Parce qu'il y a notamment Space Drumcom, c'est une équipe qui fait des spaces qui parlent justement de la Guadeloupe et tout. Ils m'avaient invité pour parler de l'eau il y a quelques temps. Mais en fait, j'y vais moins que Clubhouse à l'époque. Ouais. J'y vais quand il y a une invitation, quand il y a un truc. Mais sur Clubhouse, t'avais toute la liste des rooms, donc tu pouvais faire ton choix. Voilà, t'avais le couloir. Alors que Twitter Spaces, ouais. Tu tombes, oh tiens, il y a une room, et puis tu vois plus rien. Tu peux pas voir toutes les rooms en cours, quoi. D'accord, ok, donc c'est différent, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu différent. Ok, ouais, deux doigts de me faire débarquer sur Twitter. Bah ouais, il faut. Hein. Twitter, c'est un peu... Moi, ce que je dis de Twitter, souvent, c'est une sorte de relation toxique. Ça se passe mal, mais t'arrives pas à t'en aller. Voilà, on a passé des bons moments, donc je me dis bon, il y a des moments rigolos, mais après il y a des moments un peu cringe, un peu violents, mais bon, on pardonne. Et puis bon, et puis depuis qu'il y a Elon Musk qui fait n'importe quoi sur cette plateforme, on s'amuse quoi. Oui, et puis je pense que parfois on a besoin d'une bonne dose de chaos. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. On a besoin de ça parfois. C'est le seul moyen qui explique pourquoi autant de gens y vont aussi souvent. Oui, et puis d'ailleurs, je trouve que Twitter, c'est vraiment un vecteur d'innovation. À partir du moment où l'on partage des captures d'écran d'un réseau sur un autre et que ça marche, c'est qu'il y en a un des deux qui est précurseur, tu vois. Je me souviens des pages Facebook où le seul objectif, c'était de partager des tweets. Et aujourd'hui, tu as des comptes Insta comme les répliques, par exemple, qui partagent presque que des tweets. Donc, je pense que la parole est libérée sur Twitter et l'innovation fuse, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, Twitter, il y a une capacité exceptionnelle à transmettre des messages. Ouais. Je pense à MeToo, par exemple. Grave. MeToo, je pense, n'aurait pas eu autant d'impact s'il n'y avait pas eu cette accumulation de messages avec ce hashtag sur ce réseau et qu'il y avait autant d'audience et des journalistes qui le voyaient en même temps. C'est vraiment une vraie caisse de résonance. Et par exemple, MeToo, ça existe depuis des années. Depuis 2006, il y a une association qui a le t-shirt avec le logo MeToo pour parler des violences subies par les femmes, des harcèlements, des violences sexuelles et sexistes, etc. Oui. Et c'est depuis qu'il y a eu, c'est en 2015, il me semble, qu'il y a le hashtag qui pousse sur Twitter et qu'on en parle. Donc en vrai, c'est une vraie caisse de résonance. Je trouve que c'est parfait comme terme, en fait. Ça décrit à la fois le potentiel et le côté chaotique. Et pour en revenir au thème de l'épisode, donc petit cas pratique, imaginons que je viens de créer une boîte, je m'y connais absolument pas en user experience ou en user interface. Comment ces compétences peuvent m'aider à lancer mon entreprise? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça peut t'aider à te poser les bonnes questions sur ton audience. Qui sont tes utilisateurs? C'est quoi leur pain point? C'est quoi leur process actuel? Et une fois que tu sais qui tu vises, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir faire un site de speed dating pour les entrepreneurs, il va se tourner vers un designer et le designer va pouvoir le préciser et dire, en fait, quand tu regardes, vu les entretiens qu'on a fait, les interviews, la recherche utilisateur qu'on a fait, en fait, ceux qui sont intéressés, c'est pas tous les entrepreneurs, c'est spécifiquement les entrepreneurs du digital qui ont une appétence pour le numérique. Donc c'est des entrepreneurs certes, mais qui travaillent dans le web. Et donc tu vas l'aider à préciser en fait sa cible. Ok, donc c'est le product to market fit? Ouais, ça ressemble, mais je dirais plus que... Alors ça ressemble, mais c'est plus le persona qu'on va essayer d'établir. Ah, nouvelle définition du persona? Alors, en fait, moi, je te parle du persona UX. Ah, ok. Ouais. Le persona marketing, ça va être plus des tranches de population définies par ton produit qui vont te permettre de savoir, voilà, si l'utilisateur est plus un CSP+, etc. C'est des catégories sociodémographiques souvent, en tout cas, oui, c'est très descriptif. Et en UX, on va travailler sur les habitudes de l'utilisateur, ses modes d'utilisation, on va analyser ses comportements, on va s'éloigner un peu justement des sociodémos, etc. et entrer plus dans le quotidien des gens pour les décrire, les définir et s'assurer que voilà, c'est eux qu'on vise. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a moins cet aspect comportemental dans le persona marketing, ou alors c'est toujours en rapport avec l'acte d'achat en fait. Du coup, tu as parlé de poser les bonnes questions, du persona UX, et ensuite?
En fait, on va t'aider, enfin, le designer va t'aider à prendre du recul sur le produit et éviter justement ce qu'on disait tout à l'heure, les idées préconçues. Oui. Voir quelles fonctionnalités sont possibles, quelles features sont prioritaires, est-ce que les techniques qu'on va mettre en place s'appliquent au service. On va avoir un regard expert sur la meilleure manière de créer le produit final. Le product designer, il a cette expertise produit et il peut, au-delà même de juste faire des recherches utilisateurs, etc., avoir la bonne intuition et le nez en fait pour te dire que oui, ce produit-là, en fait, il faut l'orienter plus comme ça, plus comme ça. Je pense que c'est ce qui peut t'apporter. Ouais. Ok, et du coup, est-ce que les techniques du design produit peuvent s'appliquer à un prestataire de service ? Alors oui, carrément. Hein. Ce qu'on appelle le design thinking, je sais pas si ça te parle, mais ça s'applique totalement. Ouais, ça me parle carrément. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, je vais recevoir un invité qui va intervenir dessus. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le design thinking ? Ouais, le design thinking, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser la création de produits centrés sur l'utilisateur. Pour pas faire un truc trop complexe, c'est se dire aussi que on va jamais commencer la création d'un service ou d'un produit sans penser d'abord à l'utilisateur, ses usages, prototyper ces usages et les tester et ensuite en tirer des conclusions et voir si on retourne pas derrière pour repartir sur une phase de recherche si on n'a pas eu le résultat escompté à la fin. Donc c'est vraiment un process, même on appelle parfois le double diamant, etc. Ouais. Voilà. Et ça peut carrément s'appliquer à la vente de Bokit à Basse-Terre, par exemple. Ouais, tout à fait, en fait. Ça peut permettre de fluidifier la vente de Bokit. Parce que, par exemple, il y a souvent problème quand on va dans les roulottes, tu vois, c'est les files d'attente. Ouais. Et savoir quand est-ce que tu passes, est-ce que ta commande est en cours, elle est bien faite et tout. Ouais. Et en fait, tu peux te dire, que tu vas, en tant que designer, essayer de voir comment fonctionne à la fois, la personne qui fait le Bokit et comment elle prend les commandes en cours, et comment ça se passe pour les personnes qui attendent, et comment elle gère le timing et tout, etc. Donc, ça permet de gérer les files d'attente et garder une expérience qui est authentique et qui correspond aux habitudes et au fonctionnement des gens. Ouais, et je trouve que c'est un exemple qui est très parlant pour les entrepreneurs de concilier le digital avec le physique, en fait. Parce que Basse-Terre, terre d'innovation, c'est quand même là où la goulou a été inventée. Merci Orlan et Célian pour le rappel. Du coup, il y a clairement des choses à faire. Et si vous connaissez des gens qui vendent des Bokits, faites-leur écouter ce podcast, tout simplement. Prochaine question. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre le marché français et le marché guadeloupéen au niveau du digital ? Ah oui, c'est vraiment différent. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui peuvent le prendre mal quand on dit ça, parce que on peut se dire que oui, pourquoi est-ce qu'on est moins bien, mieux ? C'est pas qu'il y a mieux, c'est pas qu'il y a moins bien, c'est que comme l'Allemagne est différente de la Croatie, l'approche digitale chez nous est différente par rapport notamment aux usages. Tu vois, WhatsApp, on l'utilise pour tout. Des livraisons, des commandes, des groupes familiaux institutionnalisés. Par rapport à d'autres endroits, dans l'Hexagone, j'ai jamais vu une utilisation de WhatsApp aussi intensive. On fait partager des vidéos, parfois peut-être un petit peu trop. Coucou mamie. Voilà, éviter voilà. Et je pense que si on pouvait payer les courses au marché, tu vois, à côté, on veut payer avec WhatsApp. Les gens le feraient. Ouais. Moi, je pense que les gens le feraient. Hein. Oui, et puis aux Antilles, c'est culturellement ancré. Je dirais même qu'au final, l'utilisation de WhatsApp est plus pointue. Parce que du coup, je me souviens quand j'étais en France, j'avais envoyé un audio à une collègue et elle m'avait dit qu'elle savait même pas qu'on pouvait enregistrer des vocaux sur WhatsApp. Oh. Et moi, en fait, j'ai dit, en fait, tu sais quoi, avec WhatsApp, j'aurais plutôt pensé l'inverse, que c'est juste une appli de vocaux et que tu peux pas envoyer des messages, tu vois. Ah ouais, des fois, on voit des podcasts, justement. Les gens, ils font des audios qui durent 3 heures. Ouais, c'est ça. On se demande pourquoi Instagram a limité à 1 minute. Hein. Ouais, on se demande. Passons aux choses à éviter. Quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit de product design ? Je pense que globalement, c'est toute forme d'a priori qu'il faut éviter. Là, comme ça, formuler des hypothèses sans avoir été au contact des gens, je pense que c'est complexe, c'est compliqué de tomber dessus direct. Ça peut arriver qu'on ait la chance de dire l'idée de génie, et voilà. Mais formuler ces hypothèses sans aller au contact des gens, je pense que c'est assez difficile. Autre a priori à éviter quand c'est le product design, c'est que en fait c'est comme le graphisme, tout le monde peut le faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le graphisme, tout le monde peut le faire, non, tout le monde ne peut pas le faire. Le product design, c'est pareil. C'est parce qu'on a une appétence pour le digital. Ouais, voilà. En fait, les gens, c'est pas pour critiquer, tu vois, mais c'est l'occasion c'est pas un coup de gueule, mais voilà. Les gens, en fait, si tu n'es pas en train de scier un bout de bois ou dans une cuisine en train de faire un plat, on pense que y a pas de savoir-faire. Oui, si on peut pas en fait,
Il y a un côté intangible. Ouais, c'est ça. C'est un truc que tu peux pas palper. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, si. Ben, si tu fais, quand tu le fais mal et que ça marche pas, en général, je dis pas, mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils disent, ah ben, c'est parce que je sais pas, enfin, les gens ne comprennent pas que c'est souvent l'erreur, c'est parce qu'ils ont pas fait cette communication ou parce que le produit n'est pas utilisable. On va toujours trouver des trucs autour. Mais en fait, on se rend pas compte que, c'est juste que t'as pas la compétence produit, t'as pas la compétence market, t'as pas la compétence com. C'est ça. Et que, par exemple, c'est pas juste en postant une photo de ton produit sur Facebook que les gens vont avoir envie de l'acheter. Et non. Et au final, on en revient à remettre l'humain au centre de la démarche, puisque du coup, ce que tu disais, c'est, faut éviter, de faire des hypothèses sans parler à personne. Ouais, c'est ça, exactement. Et à contrario, qu'est-ce qu'une stratégie de product design bien réussie, efficace? Une bonne stratégie de design s'attache à respecter les étapes du double diamant. Donc, comme je parlais, en fait. Donc, imaginez vraiment deux losanges. Et dans ces losanges, c'est comme des circuits où un process où on suit le circuit. Bon, j'essaie de vous l'expliquer. En gros, il faut d'abord bien définir les hypothèses, les objectifs du projet. Ok. D'accord. C'est-à-dire, avec ma recherche utilisateur, j'ai défini que l'hypothèse, c'est je veux pouvoir permettre aux gens de faire des enregistrements de podcasts dans un lieu. Les objectifs, c'est de pouvoir le faire pour tel budget, dans telle limite de temps, etc. Ensuite, rechercher, analyser les besoins utilisateurs. Donc, les gens qui veulent faire des podcasts, enregistrer des podcasts, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent avoir autonomie totale? Est-ce qu'ils veulent avoir un soutien pour le faire? Est-ce qu'il faut une application qui les aide à enregistrer, à booker leur date, etc. Et ensuite, prototyper la solution, faire des tests, essayer, et ensuite analyser pour savoir si ça a bien marché auprès des utilisateurs. Ok, très clair. Est-ce que tu as des exemples de sites qui ont un UX exceptionnel? C'est des sites très connus. En général, ceux qu'on préfère, c'est ceux qui ont la meilleure UX. Donc, oui, parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte, mais l'expérience utilisateur, ça, pour moi, c'est... À part Amazon, qui s'est amélioré un peu, qui est le seul exemple pour moi de site avec une UX vraiment mauvaise, mais que tout le monde utilise, parce qu'il est nécessaire pour les gens. Mais je dirais Airbnb. Airbnb, il donne des leçons à tout le monde. Sur le design, même globalement, même sur la typo, etc. Il donne des leçons à tout le monde. Apple, parce que dans l'expérience produit Apple, une fois que t'es dessus, tu peux plus changer, quoi. C'est compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, quand tu utilises Apple et Windows, t'as un peu l'impression d'être un ingénieur. Hein. Je dis pas, mais passer de l'un à l'autre. Tu veux dire quand tu passes sur Windows après avoir fait du Apple? Ouais, c'est ça. Dans la même journée, waouh. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est compliqué. Et Notion, qui a une UX très minimaliste, mais qui justement a des choses, c'est très instinctif. Tu crées des documents à la volée facilement, etc. Ok, du coup on va passer à la question qui fâche, la question des tarifs. Combien ça coûte de mettre en place une démarche d'UX dans son business de A à Z? 1 milliard? Non, j'ai non. En fait, 1 milliard la monnaie. De centimes. non, mais en fait, non. Très clairement, intégrer l'UX dans sa démarche, ça a un prix. Mais c'est pas le même prix pour tout le monde. Moi, en tant que prestataire de services de design pour une marque, je vais toujours faire attention à si je fais justement du design pour Agoulou et pour Orange. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes timelines, ils n'ont pas les mêmes budgets. Et je veux pas non plus m'empêcher de faire un truc qui peut aider une entreprise de taille plus petite, juste parce que je veux que des contrats avec des grosses entreprises. Donc je dirais que il y a une discussion à avoir aussi avec le client, une discussion à avoir aussi très clairement sur les chiffres et savoir aussi jusqu'où il veut aller. Ouais. Et du coup, avoir un prestataire qui pratique du coup ce genre de technique, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de budget. Donc ça reste la même. Quand on veut se lancer dans quelque chose, il faut avoir un budget, que ce soit améliorer techniquement la roulotte ou travailler sur sa com. Parce que c'est souvent, en tout cas, perso, c'est souvent des expériences que j'ai avec des prospects, puisque ils deviennent pas des clients, où il y a un côté mais je pensais pas que c'était aussi cher, je pensais pas que ça coûtait ce prix-là. Mais du coup, ton budget de base, c'était 0 € en fait. Tu vois? Donc, dès que je peux, je fais un petit rappel sur le fait que apprendre à
avoir un budget sur l'année, à penser aussi au retour sur investissement de certaines actions, c'est primordial. Et quand tu donnais en fait l'exemple des deux, je me disais que aussi c'est normal que tu fasses pas les mêmes tarifs parce que ça représente pas non plus la même somme, donc la même rentabilité, le même potentiel de revenus pour Orange que pour Agoulou. Ce que je pourrais rajouter rapidement, c'est que nous aussi, en tant que créateur, en tant que marketeur ou en tant que designer, chargé de com, les gens du web, c'est à nous aussi de rendre notre travail plus tangible et à nous aussi de faire comprendre quel est le ROI du design ou le ROI de notre. Exactement. Et donc ça, il faut rassurer des clients parce qu'en fait, nos clients, ils ont une peur, c'est de perdre le peu de sous qu'ils ont dans un truc qui va. Moi, j'ai eu l'exemple d'une dame qui a fait appel à un CM. Elle payait le CM 500 € tous les mois pour sa com. Et en fait, le CM faisait vraiment pas le travail comme il le voulait. Et après, du coup, quand elle contactait d'autres gens, elle avait cet aspect genre non, je vais pas me faire arnaquer, donc etc. Donc c'est à nous aussi de rassurer les gens et de montrer l'intérêt et l'impact de ce qu'on va faire. Je suis d'accord. Du coup, Storytime, c'est quoi ta meilleure ou ta pire anecdote meilleures anecdotes, c'est difficile. On se souvient toujours des trains qui arrivent en retard, quoi, et pas des trains qui arrivent à l'heure. Mais j'ai eu plein de bonnes expériences. Mais si je parlais d'une mauvaise expérience, je dirais un travail quand je bossais chez Bouygues Télécom, qui est une très bonne boîte à côté de ça, mais pour laquelle j'avais bossé 6 mois sur un projet autour du SAV. Donc créer le nouvel outil SAV pour les vendeurs. Challenge. Gros challenge, j'ai dû rencontrer des vendeurs, j'ai été faire des visites en boutique, j'ai tout donné sur ce projet, de la sueur et du sang. Ouais. Il y avait un budget d'à peu près 1 ou 2 millions d'euros dessus et tout, donc c'était mon premier gros budget vraiment à ce point, où j'étais seul designer. On fait le truc, le produit est quasiment fini en termes de design, et au bout de 6 mois de travail, où vraiment on aurait pu... Enfin bref, on vient me dire, en fait, c'est mort, on fait plus... On fait plus... les grosses boîtes. Les grosses boîtes. Ils ont brûlé 1 million et quelques d'euros. Ok, franchement, je comprends et je compatis. Je vais même pas te demander pourquoi cette expérience, parce que... Enfin, pourquoi tu as mentionné cette anecdote, je pense que c'est une boîte à laquelle j'ai que des bons souvenirs quasiment, mais le seul moment où je me suis senti vraiment... c'est une sacrée chute quand même. Ouais, voilà. Ouais. Mais après, j'ai été mis sur d'autres projets qui ont, eux, été au bout. Et ça a été vraiment une expérience marquante. Tu m'étonnes. Comment tu penses que les compétences du marketing et du digital vont évoluer dans la Caraïbe dans les prochaines années? Je pense que dans le futur, ça va prendre encore plus d'ampleur parce que je pense que ceux qui ont été faire des études, justement, qui ont été au contact des grandes entreprises européennes, même internationales, vont être amenés à revenir ou à travailler de nouveau avec la Caraïbe, et donc vont apporter, alors sans pour autant dire on va rapporter nos gros cerveaux et machin, on va tout changer. Il n'y a pas d'injonction à revenir au pays. Il n'y a pas d'injonction à revenir au pays, mais il est possible qu'il y en ait qui reviennent. Et donc ça va forcément apporter des changements de façon de faire, des changements dans les process. En fait, c'est comme ça que je le vois, comme une passation, en fait. Comme autant on apprend des trucs quand on est au pays ou dans la Caraïbe, on apprend des trucs. Nous aussi, on peut aussi apprendre des choses quand on revient ou quand on de contact des entreprises de notre bassin caribéen. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et j'assiste aussi sur les termes dont... Comment dire, sur la façon dont tu parlais des différences, quand je t'ai posé la question sur les différences, le fait de se dire qu'on est différent et qu'on a des réalités différentes, c'est pas une tare en fait. C'est pas dire qu'un côté est mieux que l'autre, c'est juste dire que on vit pas de la même façon, tout simplement. Exactement. Donc on peut pas avoir les mêmes solutions au quotidien. Du coup, le podcast touche à sa fin. Comme d'habitude, je fais un petit récap. On a parlé de design produit, du UX, de design thinking, donc je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors tout d'abord, la différence entre UX et UI, qui, tout comme marketing et communication, vont ensemble en réalité. L'UX fait référence à l'expérience utilisateur sur le web et l'UI représente l'interface avec laquelle l'utilisateur ou l'utilisatrice interagit. Ouais. Donc ça peut être des pop-up, des boutons, des liens, tout ce qui peut se définir comme une interaction, tout simplement.
Ce sont des compétences auxquelles tu peux faire appel dès le début de ton projet. Comme Samora l'a rappelé tout au long de l'épisode, on pense toujours connaître sa cible sur le bout des doigts et c'est souvent très très faux. Le rôle de l'UX designer, justement, c'est de faire sauter toutes les idées préconçues que tu as parce que, bon, parlons franchement, quand on porte un projet, on peut parfois manquer d'objectivité sur la façon de l'améliorer, sur ce qu'il faut retirer. C'est un peu notre bébé, quoi. Donc, ça t'évitera de faire un flop. Mais bon, comme on l'a vu avec McDo et Starbucks, tu peux toujours rectifier le tir, même après t'être trompé. Le duo UX-UI est donc une excellente façon de te poser les bonnes questions sur ton audience, de prendre du recul sur tes offres et enfin de formuler des solutions adaptées pour de vrai à ton audience. En somme, c'est un regard expert et externe sur la meilleure façon de créer ton produit final. Donc, que tu vendes des beaux kits, des services ou un produit digital, l'UX est une approche de la création innovante centrée sur l'utilisateur. Pour éviter de faire des erreurs, il faudra toujours valider tes hypothèses auprès de tes utilisateurs, et enfin respecter les règles du double diamant. J'ai tout bon. Incroyable. Nice. Merci d'avoir accepté cette invitation. Qui est-ce que tu aimerais voir passer dans ce podcast ? Eh bien, moi, j'aimerais faire intervenir une personne qui a une agence, justement, qui bosse aussi avec le digital. J'aimerais faire intervenir Shorty de l'Oxymore, mais aussi de l'agence 88. Shorty est nominé. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Samora ? On peut me retrouver sur mon compte Instagram, le Moicast, pour découvrir mes vidéos, mes podcasts et tout mon univers. Et on me retrouve aussi sur Twitter, Moicast, @Moicast. Ça marche. Merci Samora. Si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux nous envoyer un DM sur Insta, @SauceDigital au pluriel. Toutes les infos de contact et les outils évoqués seront dans la description de cet épisode. Et on n'oublie pas, quand on aime, on le dit. Quand on n'aime pas, on le dit aussi. Donc, notez 1, 2, 3, 4, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et on se retrouve bientôt pour encore plus d'interviews d'experts et d'expertes du digital. Bye! Salut!